Bonjour Shlomo, Bonjour, bienvenue à Barcelone, merci. dans cette belle ville. Nous parlions de tes débuts, nous disions quelques mots sur Matsped et peut-être la première organisation en Israël à avoir eu des Palestiniens et des Ah Juifs non, non, israéliens, non, non, les non? communistes. Les Les communistes? staliniens, Les staliniens? étaient les Oui, premiers internationalistes en Israël et d'accord. avant en Palestine. Parce Mhm. qu'ils étaient staliniens. Ils Bien, étaient capables de dépasser le nationalisme. très bien. D'ailleurs, dès que le stalinisme a commencé à reculer, les communistes sont devenus nationalistes de deux côtés. Pour revenir, oui, à Matspend, si tu veux, c'est la première organisation qui n'était pas stalinien et a essayé d'être internationaliste. Et d'ailleurs, une des premières organisations, avant les communistes, qui ont reconnu l'existence des Palestiniens comme identité. Oui. Les communistes étaient en retard. Mhm. Et à 68, moi, après Prague 68, j'ai coupé tous les liens avec ma jeunesse communiste et je suis devenu militant de Matspend pendant 2 ans et demi. Très bien. Et j'ai rêvé l'utopie, la révolution, etc. Donc j'ai milité, mais c'est m'a forgé, c'est-à-dire le fait que la société a craché sous moi, craché, Ouais, vraiment ouais, craché, ouais, plus qu'aujourd'hui. d'accord. Ça m'a donné quelque chose, une façon de résister contre courant. Ouais, Même être seul, on peut résister. très bien. C'est Matspend parce qu'on était un petit groupe, très petit. Ça tombe bien parce que l'émission dans laquelle nous sommes aujourd'hui s'appelle À contre-temps. Ah oui. Oui. Donc, tu me parlais aussi de la révolte comme point de départ Ouais, de ton cheminement. ouais, c'était la révolte double. Comme jeune communiste, je révoltais contre les sociétés autour de moi. Comme j'ai entré en Matspend, je me révoltais contre mon père, qui était communiste. Donc Oui. c'est une même révolte. Bon, je ne sais pas pourquoi ça m'a continué. Bon, les gens ont dit, ah voilà, après devenir un professeur célèbre en Israël, tu dois devenir comme dans les chansons de Jacques Brel. On devient vieux, on devient con. Et finit la révolte. J'ai vécu avec beaucoup de gens dans le monde qui, en vieillissant, sont devenus des vrais cons politiquement. Ouais. Toute ma génération en Europe, à mon avis, les demi-intellectuels qui étaient dans le gauchisme, franchement, ils sont devenus des vieux cons. Mais comment ne pas devenir un vieux con? Donc, c'est intéressant qu'en Israël, il n'y a pas de membres de Matspend, même si on devait fatiguer. Je ne connais pas une personne qui était en Matspend qui a changé ses opinions à propos des conflits. Mhm. Aucun membre de Matspend n'a pas devenu nationaliste ni sioniste. Ouais. Des ex-communistes, oui, Ouais. mais pas des ex-Matspend. Ce n'est pas le phénomène comme en Europe, en Ouais. Espagne, en Ouais. France, que les ex-maoïstes deviennent, vous savez, des grands bourgeois, des grands sionistes, etc. Non, pas en Israël. Parce que votre analyse était solide et peut-être aussi hier dans la conférence que tu as donnée à Barcelone, tu as dit à la fin, si vous voulez me poser des questions sur l'utopie, sur mon utopie, sur l'utopie que je défends. Et j'ai pensé que c'était une bonne entrée en matière, au lieu de commencer comme toujours par les problèmes. Est-ce que tu penses que cette utopie que vous défendiez à Matspend, ou en laquelle peut-être nous continuons à croire, d'une humanité au-delà des frontières, des races, des ethnies, est un antidote à la bêtise nationaliste C'est le seul universalisme, c'est-à-dire, si vous voulez, le cosmopolitisme même, c'est aujourd'hui, plus que jamais, une chose que j'insiste qu'on a besoin. Et utopie ou pas utopie. En général, l'utopie, c'est des affaires des intellectuels, parce que, tu vois, les gens qui travaillent, qui s'occupent toute la journée avec leurs problèmes, ils ne peuvent pas être utopiques. C'est l'écrivain, vous, les intellectuels, qui peuvent être utopiques. Donc, j'ai toujours eu un problème avec ça. Ouais. Mais,
Et je savais que sans une vision sur le futur, on ne peut pas faire bouger quelque chose. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui que beaucoup de gens cherchent des origines, les racines, vous savez. Même en catalan, hein, l'origine catalane, les racines catalanes. En Israël, c'est pire. Hein. Ah, c'est 4000 ans, on cherche l'origine, les racines. Hein. C'est un phénomène. Hein. On cherche les racines. Oui. Et à mes étudiants, je dis toujours, mais je ne comprends pas pourquoi vous cherchez les racines. Il faut avoir des ailes. Des ailes, pas des racines. Ouais. Des ailes. Uh-huh. Pourquoi vous ne cherchez pas des ailes? D'accord. Voilà. Si des ailes sont l'utopie, oui, je suis à côté de ça. Je crois qu'on peut, c'est-à-dire cesser cet engrenage intellectuel, politique aujourd'hui, en cherchant des ailes, nouvelles ailes. Et je ne veux pas aller en arrière. Ouais. Et je m'étonne que les jeunes personnes cherchent des racines d'origine. On ne peut pas aller en arrière. Et voilà. Et vous savez, il faut se débarrasser des racines. Il faut se débarrasser d'origine. Il y a trop d'origine aujourd'hui. Vraiment, je ne rigole pas. Je m'en fous des racines, je m'en fous d'origine. De la part de quelqu'un qui on les considère comme juifs, c'est terrible à dire ça, non? Oui, parce que justement, j'allais dire, tu es dans un pays dans lequel l'origine ou un petit peu l'essence est glorifiée. Une essence juive serait glorifiée à un point complètement démesuré ou incomparable avec ce que nous connaissons ici en Europe. Oui. Toutes les politiques israéliennes sont basées sur la mythologie ancienne, c'est-à-dire les justifications des colonisations, c'est les mythes anciens. Chaque étape dans les conquêtes de la terre Palestine était faite au nom d'origine. C'est-à-dire, on découvre un lieu, immédiatement on cherche qui a habité ici il y a 4000 ans. Et on invente une histoire. Chaque jour, l'histoire devient plus large en Palestine. Juif, pas plus large au point de vue universel. Et je crois que c'est pervers. Hein? C'est vraiment pervers. C'est-à-dire, nous vivons en Occident, et pas seulement en Occident, dans une perversité que je ne comprends pas encore. En Israël, c'est extrême. Chaque chose, c'est plus. Si ici, on cherche comment dire, il y a plus en plus de passé, moins en moins de futur, en Israël, c'est beaucoup plus fort. Hein. Et c'est tragique pour la jeunesse, parce que c'est créé, les gens savent qu'on ne peut pas vivre en passé. Donc, c'est créé un présentantisme. La vie est seulement le présent. Et c'est présent, parce que ce n'est pas éternel. C'est dangereux de vivre seulement le présent, tu sais? Oui, c'est sûr. Parce que les politiciens utilisent ça pour inventer un passé imaginaire et ne pas proposer de projets politiques. Donc, c'est-à-dire, j'écris des livres pour lutter. Je ne cache pas mes idées. C'est vrai que je ne suis pas très courageux parce que j'ai commencé à écrire des livres critiques du sionisme après que j'ai eu un full professeur à l'université de Tel Aviv. Comment tu es arrivé à... comment l'idée de ton premier livre t'est venue? Ton premier livre, comment le peuple juif a été inventé? Comment tu es arrivé? Quel était le chemin, le processus de cette recherche? Bon, il y a les conjectures, c'est-à-dire le fait que j'étais Matzpen était une partie de ça, le fait que je me mariais avec une femme qui, son père n'était pas juif. Et c'est-à-dire, vous devez savoir que pour arriver à une écriture qui n'était pas simple, il y a beaucoup de hasards, beaucoup de petits accidents. Je n'étais pas sioniste avant. Mais, comme j'étais militant de Matzpen, je crus toujours qu'il y a un peuple juif. C'était tellement naturel comme toi, tu es devant moi. C'est sûr. L'exil des Juifs, c'était naturel. On était militants anti-sionistes, mais l'exil des Juifs a eu lieu.
le royaume de Salomon, de David a lieu, l'Exode, tout ça. On était politiquement anti-sionistes, mais idéologiquement, on était pris dans les mythes sionistes comme tout le monde, même aujourd'hui. Oui, bien sûr. Comment je suis arrivé? Bon, c'est les petits hasards, c'est-à-dire une découverte archéologique qui a montré qu'il n'y avait pas un exode des Juifs, petite chose. Et après les découvertes d'autres, et aussi les bagages de mes collègues britanniques sur la Bible. Donc tout ça ensemble, et surtout une personne en Israël qui était de gauche, mais gauche très spéciale, pas marxisant, etc., qui a écrit quelque chose à propos de ça. À un certain moment, je me souviens, j'ai eu le full professorship. Et à partir de ce moment-là, tu as accueilli tous les avantages, un secrétaire, 3 assistants, une chaire, etc. Bon, à ce moment-là, j'ai dû avoir la vie tranquille, comme un grand professeur. Je me souviens, un soir, avec ma femme, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Commencer à accumuler tous les avantages comme professeur, ou revenir en arrière sur mes vieilles révoltes. Pourquoi? Premièrement, pour continuer à être jeune. Non, c'était comme ça, sur les niveaux vrai, simple comme ça. Non, on ne peut pas devenir con comme ça, un professeur. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu les professeurs, qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire, ça ne m'a pas plu. Et évidemment, la situation. Vivre bien à Tel Aviv. Et vraiment, vous savez, on peut vivre 40 kilomètres des choses atroces, d'un quotidien incroyable. Je participais à 2 guerres. Et je me souviens, le jour que je décidais les livres, j'ai dit, je ne vais pas oublier. Ils m'ont envoyé 2 guerres, après, dans les territoires occupés. Donc, je ne peux pas continuer à produire des livres sur l'histoire européenne, sur l'idéologie en Occident, des choses comme ça. Je dis, il faut que j'écris quelque chose, petit en début, je pensais. Je ne savais pas où j'ai. C'est un des livres que je ne savais pas à la fin en commençant. Vous savez, le monde académique, universitaire, t'apprend à savoir la fin quand tu commences à écrire. Bien sûr. Sinon, il y aura des contradictions. C'est le premier livre que je commence à écrire sans savoir comment je le termine. C'est dangereux, hein? Il y aura des contradictions, tout ça. Donc, je commence avec la Bible, en critiquant tous les imaginaires bibliques que j'ai reçus, et je suis allé plus en plus loin. Je n'ai pas pensé. J'ai fait une déconstruction de toute l'idéologie sioniste, c'est-à-dire, j'ai dit que politiquement, on fait ça toutes les années, c'est-à-dire on manifeste, j'étais toutes les manifs, contre l'occupation, contre la guerre des Liban, contre la guerre de Gaza, etc. Et soudain, je me sentis assez fort, un petit Napoléon, aller, tu vois, comment dire, derrière. Oui. Vous comprenez? Aller derrière. Franchement, j'ai dit non, je ne peux pas comme ça seulement faire la politique. Je vais aller comme Napoléon a fait. Ok, donc j'ai commencé dès le début et j'ai commencé d'écrire le sionisme comme un mythe. Je ne savais pas au début que ça va être choquant, tellement choquant. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas que le livre va être traduit à 20 langues. Je me souviens que les Français ont accepté. J'étais heureux qu'on a accepté les livres. Hein. Je donnais gratuit parce que j'étais sûr que, vous savez, un livre comme ça, avec des détails, beaucoup de footnotes, de notes en bas, etc. De notes en bas de page. Et voilà. Et soudain, j'ai vu, déjà en Israël, qu'il y a quelque chose de très, très étrange. Les gens trouvent ça intéressant parce que c'est tellement contre-courant, tellement différent. Dire soudain, je me sentis comme le petit enfant dans l'histoire de Andersen, Hans Christian Andersen. Le roi est nu. C'est-à-dire, je savais que je ne suis pas un génie, franchement. Je savais que je ne suis pas un grand écrivain, franchement. Mais je sentis que cet enfant qui dit « le roi est nu », vous savez, ce geste parfois dans la vie, dire « le roi est nu », à la fois c'est
très très facile et très difficile. Et ce n'est pas un paradoxe. Parce que parfois les choses les plus simples, vraiment, est devant vous et Tu ne le vois pas parce que tu as incroyable. été conditionné. Hier, tu disais une chose très intéressante que peut-être les gens ne savent pas. Excuse-moi de t'interrompre, mais que Non, à l'âge de 7 ans, en Israël, on étudie la Bible comme si c'était un livre d'histoire. Et de fait, je relisais il n'y a pas très longtemps un livre de Jimmy Carter qui commence comme ça, comme avec une citation de la Bible et qui effectivement cite la Bible comme si la Bible c'était l'histoire, la vraie histoire, du point de vue Carter scientifique. est un croyant, donc je le Un pardonne. croyant, on le pardonne. Oui. Le problème est que les gens qui ne sont pas croyants Ouais. prennent les livres comme livres d'histoire. Carter est très très croyant. Oui. Et Georgia, tout ça. D'ailleurs, hier, au début de notre conférence, c'était dans les chapelles. Je me Absolument. demandais si je suis à certaine façon un prêtre, moi, qui prêche. Je ne voulais pas être un prêtre qui prêche. Maintenant, Ouais. la Bible, ouais. D'ailleurs, ce n'est pas un livre, c'est une librairie, c'est une bibliothèque. Parce qu'il y a plein de choses, plein de positions. Ouais. Grosso modo, c'est une chose que j'appelle myth history, myth histoire. Mythe histoire. Ce n'est pas l'histoire, c'est myth histoire, écrit avec des gens, des génies, hein. Oui, bien sûr. Parfois des gens terribles, hein, aussi, hein, terribles, Des dangereux. histoires terribles. Oui. Des histoires terribles. Ouais. Le premier génocide que nous connaissons, le premier génocide avec ordre de tuer tout le monde, c'est dans la Bible. C'est juste. À partir de 7 ans, j'apprends ça comme livre d'histoire. Et je n'apprends pas comme. C'est l'histoire. Je vis la vie de David. Je suis Moïse, pardon. Oui. Je suis Moïse. Je suis Moïse. Je suis un petit héros comme Samson. Vous savez que si vous pensez sur Bibi Netanyahu, si vous pensez sur les soldats israéliens aujourd'hui, ils vivent ça comme, comment dire, c'est incroyable comment c'est vivant. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'histoire, c'est une histoire qui ne s'est pas terminée. Certainement. C'est très très fort. Ouais. Et c'est une des choses que les politiques israéliennes est tellement pervers. Il y a un point, peut-être pour moi fondamental dans le livre, c'est évidemment la non-existence de l'exil. C'est-à-dire, tu expliques dans le livre que l'Empire romain n'a jamais exilé personne. D'ailleurs, c'était plus facile de tuer tout le monde que d'exiler. Ils ont tué beaucoup. Ils ont tué beaucoup de gens. Beaucoup. Et qu'on peut imaginer peut-être qu'ils aient exilé quelques familles régnantes, quelques têtes de Turcs, mais que, évidemment, le peuple dont l'histoire ne parle jamais, comme tu disais hier, les pêcheurs, les agriculteurs, les paysans, eux sont restés sur place, se sont ensuite peut-être convertis au christianisme, peut-être à l'islam. Non, pas peut-être. Certainement. Certainement. Tu dis même que Ben Gurion savait cela. Ben Gurion savait que le fondateur d'État d'Israël savait que les Palestiniens étaient les descendants des Hébreux, des anciens Hébreux. Plutôt les descendants des Hébreux. Avec les mélanges successifs des invasions. Chaque concurrent a laissé comment dire, sa sperme. Son sperme. Sperme là-bas. Donc, oui. Je crains que les Palestiniens vont commencer à croire qu'ils sont les purs hébraïques. Hein, c'est aussi un danger. Non, mais ils sont plutôt les vrais héritiers de cette long séjour des êtres humains sur la terre de Palestine. Et évidemment, s'il n'y a pas eu exil, s'il n'y a pas eu exode, le retour, c'est-à-dire le fondement de l'idée du sionisme, cette terre nous appartient parce que Dieu nous l'a donnée et on va y revenir, évidemment, cette hypothèse tombe à l'eau. Enfin, c'est ça que les malheurs que je faisais. Oui. C'est ça les dégâts que je faisais. C'est ça le dégât en profondeur. Hein? Oui. Parce que même les sionistes de gauche, hein? Absolument. Tu vois, c'est ça qui la dérangeait beaucoup. Parce que, vous savez, il y a des sionistes de gauche gentils. Ce n'est pas gentil, l'occupation, il y a là-bas un peuple, il faut prendre en considération. Mais grosso modo, il vit sur notre terre, c'est-à-dire terre biblique, etc. Ouais. Nous sommes retournés. C'est tellement ancré, nous sommes retournés. Et ce dont je viens, et c'est ça qui
Si beaucoup des autres choses, j'ai piqué chez des autres, Ouais, comme chacun fait. comme chacun. Ouais. À propos d'exil, il y avait seulement un petit article de quelqu'un qui a dit « Ah, est-ce que l'exil n'est pas un mythe chrétien ?» Un historien sioniste. Après, il a dit « Ils ne sont pas exactement exilés, mais ils ont émigré. » C'est ça était là. Je me souviens de lire l'article, je n'ai pas fait très attention. Donc, je suis allé pour faire un chapitre sur l'exil. Comment les Judaïens, les Juifs, étaient exilés par les Romains. D'ailleurs, les Romains n'ont pas exilé de population, parce que, vous savez, ils ont été pratiques, c'est-à-dire ils voulaient les plus-values, c'est-à-dire quelqu'un doit travailler pour tenir la Rome. Les seules places qu'ils ont fait pousser un peu une population locale, c'était ici, en Espagne, pour donner le terrain pour les soldats romains. Ouais, Un peu, ils ont fait très peu. Ils ont bougé pour donner des terrains. Pas en Palestine. Des terres, pas en des terres Judée. aux soldats, oui, Ici, en Espagne. en Espagne. Donc, il n'y avait pas un politique. Les Romains n'ont pas exilé des peuples. Et voilà. C'est-à-dire, tellement, j'ai pu raconter des antisionistes, même des trotskistes communistes qui sont critiques en face d'Israël, mais ils savent que les Juifs étaient exilés. Et je me souviens au début, moi-même, je suis un produit de la culture israélienne, de l'éducation d'Israël. Moi-même, je cherche des livres, des recherches dans notre bibliothèque. Je cherche des livres sur l'exil. Je ne les trouve pas. Et il y avait un moment où je dis, je perds les pédales. C'est pas possible. C'est tellement ancré. Eh oui, oui, dans notre conscience. Comme matspéniste, quelqu'un de matspén. L'exil a eu lieu. On n'a pas pensé que l'exil donne raison, 2000 après, de prendre la terre de notre population. Non. Mais on le savait que les Juifs étaient exilés. Et soudain, je découvre que c'est un mythe vivant qui n'a pas de base. D'ailleurs, personne ne m'a pas, entre des historiens qui m'ont attaqué sévèrement, personne n'a pas venu. Ah, l'exil a eu lieu. Personne. Parce qu'il n'y a pas de livre sur l'exil. Donc, les hystéries contre moi, en partie, viennent le fait qu'il ne peut pas répondre sur les bases. Les Juifs n'ont pas quitté. Et en plus, les chances qu'Arafat, c'est un descendant de David le roi, beaucoup plus que moi et toi. Qui est polonais. Et toi. Ah, moi, je suis un peu arabe. Oui, donc, mais non, tu vois, ça. Je me souviens que j'ai reçu des lettres. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous disiez ça? Est-ce qu'il n'y a pas de livres? J'ai fait une promesse. Si vous trouvez des livres sur l'exil des recherches, moi, je donne ma démission à l'Université de Tel Aviv et je perds mon poste de professeur, qui donne beaucoup des avantages, comme vous savez. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a pas envoyé aucune note sur un livre d'exil. Vous comprenez l'écart, les différences, c'est-à-dire dans tout l'imaginaire, toute justification des colonisations sionistes n'a pas eu de base. C'est clair. Voilà. Alors que finalement, dans l'histoire, les gens pouvaient, parce qu'il y a un autre mythe judaïque, c'est qu'on ne reviendra pas sur la terre d'Israël tant que le Messie ne sera pas revenu. Donc c'est interdit de revenir en Israël, en Palestine à l'époque. Mais il y a toujours eu des Juifs au cours de ces siècles qui sont quand même revenus. Dans le Talmud, c'est une des livres. C'est d'ailleurs, la Bible n'est pas un livre juif. Ce n'est pas un livre. Vous savez, les livres de la Bible ne sont pas juifs. C'est bizarre à dire ça. C'est-à-dire 3 catégories dans l'histoire, on a adopté les livres. C'est les premières, les Karaïtes. C'est une secte qui vient du judaïsme, qui ne voulait pas accepter le Talmud, seulement la Bible. Oui. La deuxième catégorie historique qui adoptait la Bible, c'était les protestantes. Certainement. Et le troisième, c'est les sionistes. Mais vous devez savoir, dans les yeshivot, c'est-à-dire l'école rabbinique à travers les âges, on n'a pas lu les Bibles. On a lu les Talmud. Mishnah, Talmud, c'est le vrai livre du judaïsme. Donc dans les Talmud, il y a un décret
net et clair. Pas clair, parce que rien n'est clair, Rien n'est clair. dans le Talmud. Mais qui interdit aux Juifs d'émigrer à la Terre Sainte en collectif. Clair et net. On peut aller visiter, on peut même aller un peu vivre, un peu individuellement. D'accord. Clair, et je parle sur 1000 ans dans le judaïsme, peu importe le courant, sauf les Karaïtes, qui étaient les anciens sionistes, entre guillemets. Ouais. Mais c'est intéressant, le judaïsme n'est pas un sionisme. Ouais. Même si vous n'aimez pas le judaïsme, une chose, il ne faut pas critiquer le judaïsme, qui c'est un sionisme. Le sionisme, c'est une révolte plutôt séculaire, plutôt laïque, contre le judaïsme. Et l'establishment juif, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, était en profondeur antisioniste. Tout le courant du judaïsme, orthodoxe, conservateur et réformiste. Donc c'est bizarre, nous vivons en 2014 et dire que le sionisme n'est pas judaïsme, après que Bibi Netanyahu exige d'Abbas de le reconnaître comme État juif, vous comprenez comment l'histoire, c'est une manipulation. C'est clair. Orwell a eu, on a commencé avec Orwell et Mario pour Catalogne, donc vous devez savoir qu'il a dit que si quelqu'un domine le passé, domine le présent et le futur. Dans le cas du sionisme, la déformation de l'histoire juive, la déformation de l'essence du judaïsme est tellement grande que parfois je pense aux pauvres orthodoxes à Jérusalem, les Haredim, qui sont très très anti-sionistes, plus que moi. C'est clair, oui. Donc je pense qu'ils ont raison au point de vue des papiers, des livres, des lectures, etc. Et comment ils vont sentir, ils sont mal, que devant eux, le sionisme a gagné. Et le sionisme se considère comme juif. Ouais. Pour vous dire, parce que, comme j'étais ex-militant, c'est comme un peu, vous savez que Staline a déclaré que lui, il est la réalisation du socialisme. Bien sûr. Il a créé une nouvelle société de classe, tout le monde sait ça, même les communistes. Mais il a déclaré, voilà, il est en route de l'orthodoxe juif, le vrai juif. Moi, je ne suis pas un vrai juif. Eux, ils sont des vrais juifs. Comment ils sont devant cet monstre qui prétend être juif et ils savent très bien que c'est anti-juif par essence. Dans le judaïsme, comme tu as dit tout à l'heure, il ne fallait pas aller collectivement vers la Terre Sainte. Si le Messie arrive, à ce moment-là, oui, tout le monde peut venir, mais pas tous les vivants seulement, tous les morts. C'est la raison, il faut que je raconte ça, c'est important. Dans la guerre de 67, que j'ai participé comme soldat, j'étais à Jérusalem. Oui, moi, une des responsables... Que tu racontes dans ton deuxième livre. Oui. Donc, j'arrive sur le mont des Olives, on dit mont des Oliviers. Des Oliviers. Et mon père me dit en téléphone, j'ai descendu pour parler à mon père. Bon, il était heureux que je suis vivant après le combat. Et il me dit, ah, tu sais que mon grand-père, c'est-à-dire son grand-père de mon père, est enterré sous le mont d'Olivier. Je savais l'histoire dans la famille parce qu'on a parlé beaucoup. Il dit, va visiter le tombeau de mon grand-père si tu veux, parce que tu es juste à côté de quelques mètres. Mon grand-père, grand-grand-père, qui était un homme religieux, il était juif. Au début du XXe siècle, il prend les valises, tout l'argent qu'il a, il ne donne pas à ses enfants, et il achète un billet vers la Palestine. Il arrive à Jérusalem maintenant. Un vrai juif n'arrive pas à Jérusalem pour vivre. Les juifs sont arrivés en Palestine pour mourir. Et pourquoi? Pourquoi il a gaspillé tellement d'argent avec un tombeau? Il était allé en Palestine avec un tombeau. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que tu connais les gens qui essaient de te couper de côté gauche et côté droite, comme ça, dans la route? Oui. Mon grand-grand-père était comme ça. Il voulait être les premiers avec les résurrections, être une des premières, tu vois.
proche de... Non, vraiment, ce n'est pas une blague. Non, 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 je sais. Voilà, Très cette important. histoire, judaïsme, sionisme, Ouais, sionisme. c'est l'histoire de ma grand-grand-père qui était juif. Ouais. Et voilà, je vis entre sionistes qui croient, justement. Et ça, c'est important de comprendre, que les Juifs ont rêvé de vivre en Palestine, et la terre d'Israël, toutes les 2000 ans. Ouais. Et à la fin, juste à la fin, voilà, ils ont arrivé jusqu'à les bouts au monde. Ils ont fait, comme on dit, un U-turn. Ils Un sont virage de 180 virage degrés. et ils sont retournés. revenus. Tout ça, c'est un bluff. C'est un bluff. C'était mythe, et ça devient de plus en plus bluff parce que vous savez, les Juifs, puis émigrés en Israël, Oui. et pour le moment, l'immigration en Israël est négative. Il y a plus des Israéliens qui quittent les pays que des Juifs En qui ce arrivent. moment, tu veux dire. Ces moments-là, En si ce on moment. compare les chiffres. Oui. Il y a par On exemple... est passé au présent. Oui, mais... Non, mais... Le passé est toujours Non, présent. Je mais sais, toujours. je sais. Mais c'était un petit peu pour faire le saut. Je profite de ce que d'accord. tu parles de ça pour un petit peu parce que ce qui nous intéresse, c'est un peu comme tu as dit hier, tu écris des bouquins pas pour le passé, mais pour le présent et pour l'avenir. Bon, se pose la question de quand même la situation actuelle. Étant donné qu'il est clair que la colonisation est un fait historique, qu'elle est réelle, qu'elle existe, se pose la question, que faire? Comme tu sais, certains parlent d'une solution des deux États, d'autres pensent qu'elle est morte, qu'elle est lettre morte, qu'elle n'a jamais été réelle. D'autres suggèrent la possibilité d'un État binational. Évidemment, on aimerait bien connaître ton opinion. Bon, je vais être malin. Tu vas être malin. Et ne pas Éviter le répondre. piège. Non, pour vous dire comme ça, un jour, dans une lecture, dans une classe à l'Université de Tel Aviv, et j'ai comparé la situation des sociétés aujourd'hui. Nous sommes dans une voiture qui va, comment dire, en descendant, toutes les pare-brises, on dit, c'est-à-dire Oui, le pare-brise, oui. les pare-brises est sale. Oui, le pare-brise est sale. Est sale. On ne voit rien. Écoute-moi bien. On ne voit rien en avant. Comment ça s'appelle? Les essuie-glaces. Essuie-glaces, Oh. c'est Staline avec Mao ont volé ça. Oui. On n'a pas les On n'a pas les essuie-glaces. Tout est sale. Beaucoup de gens, et je reviens au début de notre conversation, regardent sur les petites miroirs Les derrière. rétroviseurs. Pour voir. Ils croient qu'on peut conduire avec les rétroviseurs. Uh-huh. Donc, non, vraiment, beaucoup de gens, pas seulement en Palestine et Israël, Non. mais ici en Catalogne, ils pensent qu'on peut aller en avant en regardant les Oui. rétroviseurs. Donc, je dis que pour, comment dire, nettoyer les pare-brises, Ouais. il faut découvrir de nouveaux vichers. Essuie-glaces. Essuie-glaces, de nouveaux essuie-glaces. Ouais. Et je dis, c'est à vous d'inventer l'essuie-glaces. Je suis trop vieux maintenant, trop fatigué, trop désespéré pour l'essuie-glaces. Bon. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour réinventer maintenant l'essuie-glaces. À cause que Mao, Staline, tout ça ont détruit l'essuie-glaces. Et soudain, une fille étudiante, très belle, saute et dit, non, professeur, on ne peut pas inventer des essuie-glaces. Il faut casser les pare-brises. Oui, c'est une belle image. Il faut casser les pare-brises. Donc, pour vous dire une chose, oui, j'ai des propositions, oui, j'ai une vision contre-courant, oui, je crois qu'Israël doit se retirer de tous les territoires occupés. Parce que 47 ans, c'est trop. Garder une population entière sans aucun droit politique, civique, etc. Donc, il faut faire n'importe quoi, sauf la terreur, pour obliger Israël de quitter. Sauf la terreur. Sauf la terreur, pour obliger Israël de quitter les territoires occupés. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'importe quoi. À vous les Européens, d'inventer des essuie-glaces pour cesser cette occupation, cette malheur là-bas. Ce n'est pas possible.
Les victimes d'hier sont devenues des bourreaux d'aujourd'hui. C'est tellement clair, mais c'est toute l'histoire est comme ça. Donc moi je crois qu'il faut, je ne crois pas à un État binational parce que je ne crois pas qu'on peut proposer aux Israéliens juifs de vivre dans un État comme ils ne veulent pas vivre une minorité arabe, je ne crois pas qu'ils vont vivre avec une majorité arabe. Et plus importante, pour proposer un État binational, il faut avoir les accords des Israéliens. C'est-à-dire, il faut attendre jusqu'à le jour qu'ils sera accord de cesser de dominer les Palestiniens. Ce n'est pas possible, ça. Vous comprenez? Non. On ne peut pas attendre ça. Moi, je demande à tout le monde, faites n'importe quoi, sauf des actes de terreur, pour obliger Israël de quitter les territoires occupés. Et je suis aussi pour démocratiser Israël, désioniser Israël, faire d'Israël pas un État des Juifs, État des Israéliens, citoyens aujourd'hui, arabes, juifs et aux autres, à côté d'un État palestinien qui, j'espère, ne sera pas une république islamique, mais une république démocratique. Mais après ça, parce que je sais qu'on ne peut pas vivre, ceux qui veulent vivre en Proche-Orient ne peuvent pas vivre sans les Arabes. Le sionisme voulait amener les Juifs à vivre avec les Arabes, qu'ils vivent avec les Arabes, dans une confédération israélo-palestinienne. Très bien. Et qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que nous, ici en Europe, pouvons faire? Tu sais qu'il y a une stratégie de la société civile, il y a un appel de la société civile palestinienne pour des sanctions, pour des désinvestissements et une stratégie de boycott d'Israël. Est-ce que tu penses que c'est utile? Est-ce que tu penses que c'est une des stratégies que nous pouvons appliquer ici? Et mon autre question qui est liée, c'est que il y a des attaques, on nous accuse d'antisémitisme, même ceux d'entre nous qui sommes juifs et qui soutenons la Palestine et qui sommes dans des groupes de solidarité avec la Palestine. Quel est comment démonter cette propagande de l'État israélien qui veut associer antisionisme à antisémitisme? C'est pas seulement une question, même est-ce que tu as un message envers, par exemple, certains juifs de gauche qui sont dégoûtés par Netanyahou, mais qui hésitent à s'engager? On m'accuse aussi d'être antisémite, vous savez. Bon, c'est les dernières réponses qu'on me jette dans la figure, que je suis antisémite, raciste, etc., parce que je dis que les Juifs ne sont pas une race. Aujourd'hui, dire que les Juifs n'est pas une race, on devient antisémite. Autrefois, c'était le contraire. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que beaucoup de gens qui savent que quelque chose n'est pas correct, quelque chose n'est pas honnête dans tous ces rapports de force entre Israéliens et Palestiniens. Mais ils hésitent. Je dis une chose, ce conflit, et c'est ça important de comprendre, ce conflit qui dure tellement long, le plus long conflit du XXe siècle, qui n'a pas été résolu. Ce conflit produit de l'antisémitisme. C'est-à-dire les phénomènes, par exemple, en France pour le moment, de Dieudonné, de Soral, il s'appelle. C'est un phénomène qui s'activise un antisémitisme que les conflits, l'occupation, l'oppression des Palestiniens créent. Qui contribue aujourd'hui dans l'antisémitisme qui existe, en marge, mais existe? Moi ou à Victor Lieberman? Je dis, réfléchissez, juif ou pas juif, dans tout le monde entier, qui risque une fois de plus éveiller cette monstre qui s'appelle antisémitisme. Moi, je crois que cette image que Bibi Netanyahu donne au monde, qu'il se conduit, il donne des ordres à Obama, il parle sur Hollande comme ça, comme un maître, c'est incroyable. Donc cet imaginaire fausse d'antisémitisme à partir du 19e siècle, que les Juifs dirigent le monde, les conduits d'Israël, les mauvaises consciences des Européens contribuent à réveiller cet monstre, cet animal, comme Bertolt Brecht a dit, cet animal qui peut accoucher une fois de plus. Je ne crois pas que chaque acte qui n'est pas violent contre la politique israélienne,
est justifié à mes yeux, je demande à des gens, le message est sauve-nous, sauve-nous les Israéliens pour le sauvetage des Palestiniens. C'est-à-dire, les Israéliens peuvent devenir des... Et il crée, à mon avis, que le monstre va accoucher une fois de plus un nouveau antisémitisme, parce qu'on voit ça chez les gens musulmans radicaux. C'est certain. Les sentiments. Est-ce que les Juifs dirigent le monde? Une fois de plus, les Juifs jamais n'ont pas dirigé le monde. Mais dans l'apparence, Israël l'a conduit, le support des lobbies pro-sionistes à Washington, les lobbies pro-sionistes à Paris, à mon avis, contribuaient à un nouveau antisémitisme, qui pour le moment, il est en marge. Mais qui sait, avec cette crise économique, cette crise sociale, n'importe quoi peut arriver. L'histoire ne se répète pas, il s'aggrave, il devient pire. Très bien. Oui, mais clair. Pour le moment, ce n'est pas nous les victimes, c'est les Palestiniens. C'est clair, c'est très clair. C'est très clair. C'est pour ça que l'appel, disons, à appliquer des sanctions, tu sais que l'Union européenne, par exemple, est en train de formuler des recommandations aux entreprises et des sanctions futures aux entreprises qui seraient en train d'investir dans les territoires occupés, même l'Allemagne. Ce qui est quand même assez nouveau. Il y a des syndicats aussi. Il y a des syndicats. Qui ont d'argent des pensions de leurs membres dans les banques. Ils ont conditionné ça. Tant que quelque chose collabore avec la continuation de cette occupation et colonisation, il faut cesser justement. Et il y a de grandes sommes maintenant qui commencent à être évitées. Aussi l'avantage que l'Europe donne à l'économie israélienne, l'avantage spécial pour Israël, il faut cesser ça tant qu'Israël continue à occuper et coloniser avec une politique de suicide la terre de Palestine. Car c'est un conflit pour la terre. Tu es d'accord pour dire que c'est ni un conflit religieux, ni un conflit ethnique, mais que c'est bien un conflit pour le territoire de la Palestine historique. Ah, oui, mais c'est un peu plus. C'est un conflit sur une terre. Mais vous savez que dire que c'est un conflit pour la terre est juste, mais ce ne résume pas. Parce que c'est un conflit aussi de pouvoir. Quelque façon de dominer les autres. Sauf les mythes de la terre, il y a les mythes de pouvoir. Et la revanche aussi. Vous savez que, voilà, on va être la revanche de Auschwitz. On a le nucléaire, on peut détruire tous. Faites attention. La politique du gouvernement israélien, c'est un peu comme ça. Bon, je crois que on arrive au bout de notre discussion, de notre conversation. Shlomo, je te remercie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je remercie l'équipe ici qui fait ce travail et travaille beaucoup plus dur que moi, je crois, parce que je suis une grande bavarde, donc pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous.